On va faire maintenant de la topologie sur les hyperplans dans les espaces vectoriels normés. Quelques rappels. D'abord, H est un hyperplan si et seulement s'il existe un vecteur non nul, tel que la droite engendrée par ce vecteur et puis H soit supplémentaire dans E. À ce moment-là, si on prend n'importe quel vecteur X qui n'appartient pas à H, on aura H plus E qui est égal à E. Enfin, cette droite engendrée par X et H sont supplémentaires. F de E vers R, une forme linéaire non U, alors car F est un hyperplan. Si H est un sous-espace vectoriel de E, en fait, H est un hyperplan si et seulement si il existe une forme linéaire non nulle F telle que H égale car F. Si FG sont deux formes linéaires non nulles, car F égale car G, donc même hyperplan, si et seulement si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par lambda différent de 0. Le K c'est R ou C, bien sûr. Si H est un hyperplan de E et F un sous-espace vectoriel de E tel que l'on est ça, alors soit F est égal à H, soit F est égal à E. Voilà. Alors on montre avec l'axiome de Zorn que tout espace vectoriel a des hyperplans, donc que tout espace vectoriel admet des formes linéaires non nulles. On va démontrer la chose suivante, c'est très rapide. Si H est un hyperplan de l'EVN E, alors H est fermé ou dense dans E. Alors le ou est exclusif parce que si H est fermé, H bar, l'adhérence de H est égale à H et H ne peut pas être égal à E. Démonstration. Donc l'adhérence est un sous-espace vectoriel de E, c'est un résultat classique. Si on prend une suite de H, deux suites de H qui convergent vers A et A', lambda Hn plus H'N tend vers A plus A' qui donc va appartenir à H bar. A' appartenant à H bar. Voilà. Alors, démonstration, on sait que H est inclus dans H bar est inclus dans E, donc H bar est égal à H ou H bar est égal à E. D'accord? Alors H est fermé ou dense? Ici, H va être fermé, et puis ici, il va être dense, donc c'est terminé. Remarque en dimension finie, tout sous-espace vectoriel de E est fermé, on l'a démontré, donc tout hyperplan de E est fermé. Soit E un EVN et H un hyperplan fermé et A appartenant à E, si H est égal à ker U, où U est une forme linéaire non nulle, donc, de toute façon, H qui est un hyperplan est forcément un ker d'une forme linéaire non nulle. Alors, D de AH est égal à valeur absolue, module, si on est dans C, de U de A, sur N de U. N de U, alors N, c'est la norme associée à la norme qu'on a sur E. Remarque, cette formule-là ne dépend pas de U et V, parce que si H est égal à ker V, on passe de l'un à l'autre en multipliant par lambda. Et à ce moment-là, on voit que le module de V lambda sur N de V est égal à module de lambda U de A, c'est-à-dire module de lambda multiplié par module de U de A, sur N de V. N de V, c'est N de lambda U, donc c'est module de lambda multiplié par N de V. Ça se simplifie, on trouve bien la même chose. Donc on va démontrer ce résultat. Si A appartient à H, D de H est égal à 0, puis U de A est aussi égal à 0. Donc la formule qu'on a là marche. Supposons désormais que A n'appartient pas à H. Donc U de A est différent de 0, et comme H est fermé, A n'appartient pas à H bar. Donc la distance entre A et H est différente de 0. E est égal à H somme directe avec A, puisque A n'appartient pas à H. Donc si X appartient à E, on peut le décomposer comme ça, où H appartient à H, et lambda appartient à K. Donc U de X est égal à U de H plus lambda U de A, ce qui fait lambda U de A, puisque U de H va être égal à 0, vu que U de H est égal à 0, puisque H appartient à grand H. Donc, le module de U de X est égal au module de lambda multiplié par le module de U de A. Si X n'appartient pas à H, alors lambda est différent de 0, sinon X serait égal à H, il n'appartient pas à H. Donc la distance entre A et H va être inférieure ou égale à moins H sur lambda moins A. Pourquoi qui fera ça. Parce que moins H sur lambda appartient à H. D'accord? Donc cette distance-là est plus grande que D de H. Bon, donc ça c'est égal à ça. Et
ça fait finalement norme de x sur module de lambda. Quel que soit x n'appartient pas à h, n'appartenant pas à h. Et ça, c'est donc inférieur ou égal à norme de x. Et là, j'utilise le fait que j'ai ça. D'accord? Et donc, ça et ça nous donne ça. Puisque je vais dire que lambda, le module de lambda est égal à ça divisé par module de u de a. Voilà. Alors tout ça, c'est possible de l'écrire parce que u de x est différent de 0, parce que x n'appartient pas à h. D'accord? Voilà. Bon, donc 1, je ne sais plus trop ce que c'est que 1 d'ailleurs. Ah oui, ça va être ça. Donc, ce qu'on vient de démontrer là, c'est que d de ah, oui, on vient de démontrer que ça, que d de h est inférieur à ça. Donc, en faisant passer de l'autre côté, ça fait module de u de x divisé par norme de x est inférieur ou égal à module de a divisé par d de h. Et ça, je peux le faire parce que je sais aussi que d de h n'est pas nul, et puis que x appartient à e. Alors là, je suis dans le cas où x n'appartient pas à h, donc x n'est pas égal à 0, parce que sinon, parce que 0 appartient à h, d'accord? Et x est différent de 0. Donc, ça c'est vrai, si x appartient à h, ça reste vrai, si x appartient à h, parce que si x appartient à h, on a u de x qui est égal à 0, qui est inférieur ou égal à n'importe quoi. Donc, en fait, quel que soit x différent de 0, on a ce truc-là. Et donc, quand on passe à la norme, hein, eh bien, ça nous fait que... alors, x différent de 0, pardon. Voilà. Donc, ça nous fait que n de u... parce qu'il y avait deux situations. Hein, soit x appartenait pas à h, soit x appartient à h. Dans les deux cas, quand x est différent de 0, hein, bon, c'est automatique quand x n'appartient pas à h, mais quand x appartient à h qui est différent de 0, j'ai ça. Donc, en fait, quel que soit x, je passe au sup de ces trucs-là, ben, il va être inférieur ou égal à ça, et donc n de u est inférieur ou égal à la valeur absolue de, enfin, module de u de a sur d de h. Maintenant, si quel que soit x appartenant à h, u de a moins x est égal à u de a moins u de x, qui est égal à u de a, puisque u de x est égal à 0. Le module de u de a va donc être égal à module de a moins x, qui est inférieur ou égal à norme de u multiplié par norme de a moins x. Donc, norme de a moins x va être supérieure ou égale à module de u de a divisé par la norme de u. D'accord? Alors, la norme de u qui est non nulle, hein, c'est une norme, hein, ça c'est possible parce que u est différent de 0, bien sûr. Hein. Ça c'est possible parce que u est différent de 0, vu que KRU est un hyperplan, u est différent de 0. Donc, d de h, qui est lui supérieur ou égal à ça, d'accord? Donc, ah non, donc d de h, oui, puisqu'ils sont tous supérieurs ou égal à ça, j'en déduis que d de h est supérieur ou égal à ça. Voilà. Et donc, j'ai ça, et puis j'ai démontré avant, en 2, que j'avais ça. D'accord? Eh bien, avec ces deux trucs-là, je peux affirmer que j'ai ça. Et donc, c'est gagné. Remarque, dans un espace euclidien de dimension n, rapporté à une base orthonormée, on sait que tout hyperplan a une équation de ce type. D'accord? Les AK ne sont pas tous nuls, bien sûr. Si x est donné par ces coordonnées, bien, la distance de x à h est égale à ça. On retrouve une formule bien connue vue en algèbre. Démonstration, dxh est égal à la valeur absolue, puisque le corps c'est R, de u de x sur n de u, où u est de la forme, x donne ça, on voit bien que h c'est le noyau de cette forme, et que u est différent de 0, bien sûr. Donc, avec ça peut s'interpréter comme le produit scalaire ax avec a qui est égal à ça.
Et donc valeur absolue de u de x est égale à la valeur absolue du produit scalaire inférieur ou égal à ça d'après Hölder. Donc valeur absolue de u de x sur norme de x est inférieure ou égal à a pour tout x différent de 0. Donc quand on passe au sup, on obtient que n de u est inférieur ou égal à a. Mais pour x égale à, u de x sur norme de x est égal à somme de a carré sur norme de a, égal à ça est égal à norme de a. Donc n de u est égal à norme de a. d de xh est donc égal à ça, ce qui nous fait ça sur ça du résultat. Théorème. E un espace vectoriel normé, F une forme linéaire sur E. Si F dire que F est continu, ça équivaut à dire que KRF est fermé. Démonstration, dans un sens, c'est évident, parce que 0 est infermé, donc F-1 de 0 est fermé de E, donc R de F est fermé. Pour la réciproque, si E est de dimension finie, F linéaire, donc c'est continu, ça c'est une remarque, hein. Donc là il n'y a rien à faire. Et sinon, si F égale 0 constant, c'est pareil, c'est continu. Donc le seul cas qui m'intéresse, c'est F différent de 0. Il existe A' appartenant à E, tel que F de A' est différent de 0. Je prends A égale A' sur F de A', donc F de A est égal à 1, et donc F-1 est différent de 0. Montrons que F-1 est fermé. Si x n'appartient pas à F-1 de 1, eh bien f de x étant différent de 1, f de x, et que f de a est égal à 1, f de x moins f de a égale f de x moins 1 est différent de 0. Donc x moins a n'appartient pas à KRF qui est fermé, donc il existe R positif tel que cette boule-là, inter-KRF, soit égale à vide, hein, elle ne rencontre pas KRF, hein. Donc y complémentaire de KRF est un ouvert, quoi. Soit y appartenant à b de xr, il vérifie ça, donc il vérifie ça, et donc y moins a appartient à la boule de centre x moins a et de rayon R, donc elle n'appartient pas à KRF, et donc f de y moins a est différent de 0, et donc f de y est différent de f de a est égal à 1, donc y n'appartient pas à f moins 1. Donc si x n'appartient pas à f moins 1, il existe une boule d'xr telle que l'on met ça, ce qui prouve bien que f moins 1 est fermé. Voilà. Supposons maintenant que f n'est pas continue. Comme elle est linéaire, elle n'est pas bornée sur la boule fermée de centre 0 et de rayon 1. Donc il existe une suite de cette boule fermée telle que f de xn est supérieur à n, quel que soit n, appartenant à n étoile. Donc f de xn va être différent de 0. Je prends un égale xn divisé par f de un. F de xn. F de un va être égal à f de xn sur f de xn est égal à 1. Donc un est une suite de f moins 1 de 1. Et de plus, la norme de un est égale à la norme de xn sur f de xn. Alors, norme de xn, c'est inférieur à 1 parce qu'ils appartiennent à cette boule. Et f de xn en valeur absolue, c'est supérieur à n. D'accord? Pas borné. Donc là, je pouvais mettre effectivement des valeurs absolues. Donc, f de xn est supérieur à n. Donc ça va être inférieur à 1. Ça va être inférieur à 1 sur n. Donc ça veut dire que la norme de un tend vers 0, donc que un tend vers 0. Bon, mais les un appartiennent à f-1 qui est fermé, d'accord? Les un appartiennent à f-1 qui est fermé, donc la limite des un appartient à ce fermé, mais la limite c'est 0. Donc ça veut dire que 0 appartient à f-1 de 1. Alors ça c'est impossible parce que f de 0 c'est égal à 0. Hein, f est linéaire, donc f de 0 égale 0, et 0 il est différent de 1. Donc f est bien continu. Théorème, il existe des formes linéaires non continues définies sur un espace vectoriel normé non complet de dimension infinie. Par exemple, sur l'espace vectoriel normé des fonctions continues de 0,1 vers R. Démonstration, on sait grâce à l'axiome du choix, plus Zorn, que E admet une base algébrique. Comme ça, où la famille grand I peut très bien ne pas être dénombrable. Toute combinaison, alors ça signifie quoi base algébrique? Que toute combinaison finie, nulle, implique que tous les coefficients sont nuls, d'accord? C'est-à-dire, ça c'est, les vecteurs sont libres. Et puis c'est une partie génératrice, c'est-à-dire que tout x appartenant à E peut s'écrire comme une somme de lambda i EI pour i appartenant à j fini. Voilà. Comme i est infini, il existe j inclus dans i
tel que J est équipotent à N. Alors on peut choisir, comme N est équipotent en plus à une étoile, on peut choisir l'exclusion stricte, car si J égale N, on prend J est égal à ça. D'accord? Donc à ce moment-là, on identifie J et N étoiles. On peut considérer B borné en remplaçant EI par EX sur N de EI, parce que les EI sont non nuls, donc N de EI, N est une norme, est différente de 0. Soit phi l'application linéaire de E vers R définie par phi de EI égale I si I appartient à J, égale N étoile, et phi de EI égale 0 si I appartient à I moins J qui n'est pas vide. Phi est unique dans le sens où si je prends deux expressions du même vecteur x, eh bien, je vais écrire cette somme sur A union B, et celle-là aussi, en disant que les lambda I ici sont nuls si I appartient à B moins A, et ici, les mu K sont nuls si K appartient à A moins B. Donc, à ce moment-là, on va avoir ça. Et donc ça. D'accord? Et comme la partie est libre, hein, tous les lambda k moins mu k vont être égaux à 0 et donc tous les lambda k vont être égaux à mu k. D'accord? Donc en fait, il y a unicité de ce genre d'écriture. Et à ce moment-là, ça me permet de voir que la somme des lambda i f de i sur A va pouvoir s'écrire somme de A, sur A union B des lambda i f de i, parce que bon, les i qui seront dans B sans être dans A, ben les lambda i seront 0. Hein, voilà. Et puis pareil pour les mu k. Donc ça va bien être égal à ça. Voilà. Alors après, la linéarité, bon, ben, elle est évidente. Hein, je ne la fais pas. Mais on va démontrer que phi n'est pas continu en considérant ces vecteurs-là xn égale 1 sur n e n. Quel que soit n appartenant à J, qui je le rappelle est n étoile, identifié à n étoile. Donc 1 sur n e n, ça implique que phi de 1 sur n e n est égal à 1 sur n phi de e n. Et phi de n, c'est n, donc ça fait n sur n. Parce que là, j'ai pris n qui appartient à J. Voilà. Donc ça fait 1. Donc la limite des phi de 1 sur n e n va être égale à 1. Mais 1 sur n e n tend vers 0, le 0 de E. D'accord? Donc si f était continu, limite de phi de 1 sur n e n serait égale à phi de 0 de E, c'est-à-dire 0, puisque phi est linéaire. Et donc on aurait 1 égale 0, ce qui est faux. Donc ça veut dire que phi n'est pas continu. D'accord? Donc ça implique le résultat. Voilà. Bon, ensuite on voudra démontrer que tout espace de Banach, si En est un espace de Banach, sa dimension, donc complet, sa dimension est finie ou infinie non dénombrable. Alors pour démontrer ça, il faudra d'abord démontrer qu'un espace de Banach est un espace de Baire. Alors c'est quoi un espace de Baire? J'ai fait une leçon sur les espaces de Baire, mais je crois que je ne l'ai pas encore publié. Un espace topologique Eθ est dit de Baire hein, si toute réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide a un intérieur vide. Alors Baire, c'est un mathématicien français, un René Baire, fin 19e siècle, début 20e siècle, qui a travaillé sur les ensembles, sur la topologie, sur la théorie des nombres. C'est un grand mathématicien. Un espace de Banach est de dimension finie ou de dimension infinie non dénombrable. Démonstration, si E est de dimension finie, alors on sait qu'il est complet. Supposons que E soit de dimension infinie dénombrable et soit B une base algébrique dénombrable de E. Donc la famille c'est N. Quel que soit N appartenant à N, soit En le sous-espace engendré par E0 jusqu'à En. Il est de dimension finie et il est complet, puisque de dimension finie. Donc il est complet. Donc fermé, parce que c'est un sous-espace d'un espace complet. Supposons que l'intérieur de N soit différent du vide. Donc il existe une boule de centre A de rayon R
inclus dans EN. Montrons qu'alors la boule de rayon de centre 0 et de rayon R est inclus dans EN. Si X appartient à la boule de centre 0 et de rayon R, alors la norme de X est inférieure à R. Donc la norme de X plus A moins A est inférieure à R. Donc X plus A appartient à la boule de centre A et de rayon R, qui est inclus dans EN. Mais A aussi appartient à cette boule, hein, donc il appartient à EN. Et donc j'ai X plus A qui appartient à EN, A qui appartient à EN. EN est un espace vectoriel. Donc X plus A moins A, c'est-à-dire X, va appartenir à EN. D'accord? Donc, si je récapitule, ça veut dire que à chaque fois que X appartient à B0R, alors il appartient à EN. Donc, la boule B0R est inclus dans EN, soit X appartenant à E différent de 0 et Y égale Rx sur 2 normes de X. Norme de Y égale R sur 2, inférieure à R, donc Y appartient à B0R, donc appartient à EN. X est égal à... Alors, X, là, est égal à 2 normes de X multipliées par Y sur R. D'accord? Bon, comme Y appartient à EN et que EN est un espace vectoriel, ça appartient aussi à EN. Et ça reste vrai si X égale 0, puisqu'à ce moment-là, 0 évidemment appartient à EN. Donc en fait, à chaque fois qu'on prend, quel que soit X appartenant à E, X appartient à EN. Ce qui veut dire que E est inclus dans EN, ce qui est faux parce que E est de dimension infinie et EN est de dimension finie. Donc, on a mal supposé. Donc, ça veut dire que l'intérieur de N est égal à vide, quel que soit N appartenant à N. E est complet, donc c'est un espace de Baire. On a affaire à une famille de fermés d'intérieur vide. Donc, la réunion de ces fermés est d'intérieur vide. Donc, on a ça. Ce qui est faux, parce que F, si on regarde bien, F c'est évidemment E. Et donc, E, son intérieur, c'est lui-même, il n'est pas vide. Donc le résultat, voilà. Donc ça veut dire que il n'est pas, contrairement à ce qu'on a supposé, hein, parce qu'on l'avait supposé au début de la démonstration, eh bien il n'est pas de dimension infinie dénombrable, donc il est de dimension infinie non dénombrable. Donc quelques remarques, si on prend cet espace d'Anac, on ne va pas démontrer que c'en est un, hein, il est de dimension finie parce qu'il y a au moins cette partie-là qui est libre, ben, il n'a donc pas de base dénombrable et donc il est de dimension, hein, on peut mettre, il n'a pas de base dénombrable et il est de dimension infinie non dénombrable. Non dénombrable. Voilà. Et si je prends maintenant celui-là, l'ensemble des fonctions polynomiales de 0,1 sur R, ben, il admet une base dénombrable qui est celle-là. Donc on va retrouver qu'il n'est pas complet, parce que s'il était complet, ben, il n'en aurait pas. D'accord? Donc voilà, on retrouve qu'il n'est pas complet, parce qu'on l'avait déjà démontré. Pour les mêmes raisons, Rn de x, espace vectoriel des polynômes, n'est pas complet, parce que si on prend cette base-là, elle est dénombrable. Hein? Ça, c'est une base dénombrable. Alors, la norme qu'on prend là, c'est celle-là. Hein? Alors que Rn de x, n, lui, il va être complet. Parce que là, c'est de degré inférieur ou égal à n. Et donc, la base qu'on a pris là, en s'arrêtant à x puissance n, ben, ça nous dit que c'est un espace vectoriel de dimension finie, n plus 1. Donc, nous allons parler maintenant des duals et biduals topologiques. On a un espace vectoriel normé, le dual algébrique, on sait ce que c'est l'ensemble des applications linéaires de E vers K, donc les formes linéaires. Le dual topologique, qu'on va noter E', c'est l'ensemble des formes linéaires continues de E vers K. Ici E est de dimension finie, évidemment, E' égale E étoile. Le bidual algébrique de E, c'est le dual algébrique du dual de E, donc, et on le note comme ça, d'accord? Et le bidual topologique, c'est le dual topologique du dual topologique de E. Donc on le note comme ça. Si E est de dimension finie, alors évidemment, E' est égal à E étoile, dimension n, et E seconde est égal, qui est égal à L sera égal à L de E étoile K, est égal à E, est égal au bidual, hein, puisque la linéarité implique continuité. Norme sur E', on prend cette norme, tout à fait classique, et sur E seconde, pareil,
hein. Il faut veiller à prendre les bons éléments qui appartiennent aux bons ensembles. Alors, quel que soit x appartenant à E, on a cette fonction fx qui a u appartenant à E' associé u de x, appartenant à K, eh bien, elle va appartenir à E seconde et sa norme est égale à la norme de x. Et l'application psi qui a x associé fx, eh bien, va être une isométrie. On va avoir ça, quel que soit x appartenant à elle. Et donc, elle sera injective et continue. Démonstration, la linéarité de fx, c'est évident. Sa continuité, pour u appartenant à E', fx de u, c'est valeur absolue de u de x, c'est inférieur ou égal à ça, résultat classique. Donc, fx est continu, et n seconde de fx, s'obtient, il faut diviser ça par n'. Donc c'est le sub des f x de u sur n' de u. Ce qu'on vient de voir là, c'est qu'elle est inférieure ou égale à la norme de x. On va voir qu'elle est égale. Si x est différent de 0, on prend la droite engendrée par x. Et l'application g, qui a un vecteur y de f, donc forcément de la forme unique lambda x, donne lambda norme de x. Bon. Elle est linéaire, c'est ce que je montre ici, c'est évident. Et comme on est sur une droite, elle va donc être continue. Et g de lambda x sur norme de lambda x fait égal à ça, qui fait 1. Quel que soit lambda appartenant à k étoile. Donc sa norme à g, c'est 1. D'après le théorème de Hahn-Banach, g a un prolongement continu g tilde sur E, vérifiant n' de g tilde égale n' de g égale 1. G tilde de x, alors je prends le cas particulier de x que j'avais avant, est égal à g de x, car x appartient à f, égale g de 1x, égale 1 norme de x égale norme de x. Donc fx g tilde sur n' g tilde est égal à la norme de x sur 1 qui fait norme de x. Donc la norme de fx va être supérieure ou égale à norme de x. Et comme elle était inférieure ou égale, elle va donc être égale. Et c'est terminé. Petit 2, quel que soit xy et lambda appartenant à k, si de lambda x plus y c'est ça, quel que soit u appartenant à E', f de lambda x, f en lambda x plus y en u, ça va être égal à ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, ce qui montre que ça c'est égal à ça. Et donc psi est linéaire. N seconde de psi de x est égal à n seconde de fx, d'accord? Et donc, quel que soit x appartenant à E, donc ça veut dire que psi est une isométrie, donc elle va être injective et continue, car elle est cuytienne de rapport A. Dual et bidual topologique, toujours, hein. Donc c'est la suite. On rappelle qu'on avait ces fonctions-là. Si E n'est pas complet, alors psi n'est pas une bijection. C'est une injection car c'est une isométrie. Démonstration, E seconde est égal à LC de E primaire est complet, car R est complet, E prime aussi d'ailleurs est complet. Supposons que psi soit bijective, soit U appartenant à E seconde. Alors il existe un x égale psi moins 1 de U, et donc n seconde de psi de x va être égal à n seconde de fx, on a vu que c'était égal à ça, donc U, donc rien du tout. U est égal à psi de x, donc n seconde de U est égal à norme de x, et finalement le x c'est psi moins 1 de U, donc ça nous fait ça. Ce qui implique que psi moins 1 est continu sur E seconde, d'accord? Puisque j'ai psi moins 1 de U qui est toujours égal à n seconde de U. En fait, psi moins 1, c'est aussi une isométrie. Là, on a la continuité. Donc, psi est un homéomorphisme, puisqu'on savait déjà que... Alors, on a psi qui est bijective, on a psi qui est continu, puis maintenant on a psi moins 1 qui est continu. Donc, c'est bien un homéomorphisme. Alors, E seconde est, comme E seconde est complet, eh bien, on en déduit que E est complet, puisque là, c'est un homéomorphisme entre E et puis E seconde. Ce qui est faux, parce qu'on a supposé que E n'était pas complet. Donc, ça veut dire que E seconde n'est pas complet. Si E est complet, psi n'est pas nécessairement bijective. Mais elle l'est, par exemple,
si E est de dimension n supérieure ou égale à 1, car alors psi est une injection de E vers E seconde qui est linéaire avec la dimension de E qui est égale à la dimension de E seconde et même à la dimension de prime qui fait n, et donc c'est une bijection. Soit un espace vectoriel normé, x différent de 0, alors il existe une forme linéaire continue phi de E vers R telle que phi de x est égal à 1. On a déjà fait ce genre de démonstration. On prend f, la droite engendrée par x, et l'application qui est lambda x fait correspondre lambda appartenant à R. C'est une forme linéaire évidente, continue. Alors elle est continue parce que la dimension de f est finie. On applique le théorème de Hahn-Banach. Il existe une forme linéaire phi, donc de E vers R, continue, qui prolonge U sur E. Donc si je... Alors, je reprends le x qui est là, il appartient à f. Donc phi de x va être égal à u de x, c'est-à-dire à u de 1x, est égal à 1. Et donc, j'ai bien le résultat. Étude de l'espace vectoriel L infini de R des suites bornées sur R. C'est un espace vectoriel évident. Si on prend deux suites A et B et un réel lambda, de suite bornée, la suite lambda A plus B est aussi bornée. Avec la norme comme ça, c'est donc l'espace des fonctions bornées de n vers R, hein, et comme R est complet, E est complet. Soit E0, l'espace vectoriel, si c'est un espace vectoriel des suites qui tendent vers 0, là aussi si on prend deux suites AB qui tendent vers 0, et lambda appartient à R, lambda AB et plus B est une suite qui tend vers 0. Donc sous un espace vectoriel évident de E, montrons qu'il est complet. On prend une suite de 0, d'accord, on a ça, et c'est-à-dire le terme générique c'est celui-là, on suppose que xn tend vers A dans E, d'accord, A c'est cette suite. Quel que soit epsilon positif, je vous laisse dire, ça c'est évident, donc ça aussi. On fixe K. Alors si on fixe K, et puis qu'on prend n supérieur ou égal à n, on obtient ça. Voilà. Ça va nous servir après. Mais la suite xn appartient à E0, donc quel que soit n, la limite de xnk quand k tend vers plus infini est égale à 0. Donc on fixe n supérieur ou égal à n, on exploite ça, il existe k0 qui dépend de n, tel que k supérieur ou égal à k0 implique ça. D'accord? Bon, comme n est supérieur à la trentaine, on a ça, et puis on a ça. Et donc on va avoir ça. D'accord? Donc quel que soit epsilon positif, il existe k0, module grand N maintenant, tel que k supérieur ou égal à k0 implique que l'on a ça. Donc la suite AK appartient à E0. Donc toute suite convergente de E0 converge dans E0. Ce qui veut dire que E0 est fermé, mais comme c'est une partie fermée de E complet, il va être complet. E0 n'est pas un espace de Hilbert car la norme ne dérive pas d'un produit scalaire, car elle ne vérifie pas la règle du parallélogramme. On prend donc ce cas particulier. D'accord, tout ça c'est évident, hein, je vous laisse vérifier. Et puis, si je calcule ça, ça fait 2. Et si je calcule ça, ça fait 2 fois 2, 4. Donc en fait, c'est différent. C'est ça la règle du parallélogramme. Hein. Donc le 0 n'est pas un espace de Hilbert. On va donner un exemple d'hyperplan qui n'est pas un compact, soit U. L'application qui a une suite x de 0 associe ça, appartenant à R. Alors ça a un sens parce que xn tend vers 0, donc est borné. Hein, la suite xn tend vers 0, hein, puisque x appartient à 0. Donc elle est bornée, donc on a une relation comme ça. Et donc quand on prend la valeur absolue de ce truc-là, c'est ça, c'est inférieur ou égal à ça, et cette série-là est convergente. Donc en fait, on a une série ici qui est absolument convergente. Donc ça existe et U est défini. Il est évident que si x, y appartient à 0 et lambda appartient à R, je vous laisse regarder, c'est les linéarités, d'accord? Et puis bon, elle va être continue parce que norme de valeur absolue de U de x est inférieure ou égale à ça, qui est inférieur ou égal, ça c'est inférieur ou égal à la norme de x, d'accord? Égale 2x. Donc U est linéaire et continue.
Et donc U appartient à E0 étoile et n de U est inférieur ou égal à 2. D'accord? Si on prend xn égale ça, qui appartient à E0, puisque tout est nul à partir d'un certain rang, eh bien j'ai U de xn qui est égal à ça, et donc ça tend vers 2 quand n tend vers plus l'infini, et norme de xn qui est toujours égale à 1, parce que là le sup est toujours égal à 1. Donc en fait j'ai ce rapport-là, qui tend vers 2, d'accord? Donc la norme de U va être supérieure ou égale à 2, mais comme elle est inférieure ou égale à 2, déjà, bah, elle va être égale à 2. Voilà. Soit H égale quart de U est différent de 0, et U appartient à E0 étoile, donc H hyperplan est un hyperplan de E0. Comme U est continu sur U sur E0, H est aussi un fermé de E0. Nous allons montrer que si A n'appartient pas à H, enfin si A appartient à E0 moins H, alors A n'a pas de projection orthogonale sur H. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de H, petit h appartenant à grand H, tel que D de AH soit égal à norme de A moins H. Donc H ne va pas être compact. On aura donc un hyperplan qui ne sera pas compact. On va faire la démonstration de suite. Alors, on a toujours ça, on termine la démonstration, il existe H, supposons qu'il existe H dans H, tel que D de H est égal à norme de A moins H, comme A n'appartient pas à H, D de AH est différent de 0, A moins H appartient à 0, donc la limite des AN moins HN est égale à 0, A appartient à H, donc A est différent de H, donc les AN moins HN ne sont pas tous nuls, donc il existe un qui n'est pas nul. AN moins HN tend vers 0, donc il existe N tel que pour N supérieur à N, valeur absolue de AN moins HN soit inférieure à AQ moins HQ. Hein. Et donc, si je prends cet ensemble-là, il est fini, donc majoré par AQ moins HQ, puisque N est supérieur ou égal à Q. Donc, il existe P là-dedans, tel que AP moins HP soit le sup de ça. D'accord? Donc, il va être supérieur notamment à AP moins HP, à AQ moins HQ. Alors, si on prend N supérieur ou égal à N, on a ça, et si on prend N supérieur ou égal à N, on a ça, d'accord, qui est inférieur à ça. P moins HP est plus grand que AQ moins HQ. Hein. AP moins HP est plus grand, voilà, ça, que HQ moins. Donc, AP, module de AP moins HP, enfin valeur absolue de AP moins HP, est égal au sup des AN moins HN. Voilà, c'est un peu long, mais bon, c'est pas difficile, hein, même si je me suis un peu embrouillé. Donc on a ça. H appartient à quart de U, donc U de H est égal à 0, et donc U de A égale U de A moins H, parce que quand je développe ça, ça fait U de A moins U de H qui vaut 0. Donc c'est égal à ça, c'est égal à ça, c'est inférieur ou égal à ça. Et là, je majore tout cela par ça, d'accord? Et donc, ça fait ça. Supposons qu'il existe Q tel que AQ moins HQ soit différent de valeur absolue, de AP moins HQ. Donc, AQ moins HQ va être inférieur à AP moins HP. Et donc, dans cette somme, au lieu d'avoir l'égalité, je peux dire que c'est inférieur strictement. D'accord? Et donc, ça m'implique que valeur absolue de U de A, hein, parce que c'est de là qu'on avait démarré, va être inférieure strictement à 2 facteurs de valeur absolue de AP moins HP. Mais norme de A moins H est égale à D de A à H, et on a cette formule. Donc en fait on a ça. D'accord? Ce qui nous fait deux normes de deux valeurs absolues de AP moins HP. J'espère que je n'ai pas fait cette erreur ailleurs. Non. Donc, AN moins valeur absolue de AN moins... Alors oui, pardon. Est égal à 2 fois ça. Et donc, là c'est égal, alors que là c'est inférieur. Donc il y a une contradiction. D'accord? Donc ça veut dire qu'on avait mal supposé. On avait supposé qu'il existait Q tel que il y en avait un truc comme ça qui était différent de ça. Ben non, ils sont tous égaux. Donc on a AN moins HN
est égal en valeur absolue à AP moins HP, quel que soit n. Mais n moins hn tend vers 0. D'accord? Et donc, ça, en valeur absolue, ça tend aussi vers 0. Sauf que ça, c'est constant. Ça vaut AP moins HP. Donc, AP moins HP est égal à 0 en valeur absolue, et donc sans les valeurs absolues. Et donc, en fait, d'ailleurs, je peux les laisser, en fait, les valeurs absolues. Ça n'a pas d'importance. Puisque les AN moins HN sont tous égaux à valeur absolue de AP moins HP, bah, ils vont tous être égaux à 0, quel que soit n. Et donc, je vais avoir AN égale HN, quel que soit n, ce qui me donne que A est égal à H, ce qui est faux. Parce que A appartient à... Donc, ça voudrait dire que A appartient à H, ce qui est faux. Donc, il n'existe pas H appartenant à H tel que D de H est égal à la norme de A moins H, ce qui veut dire que H n'est pas compact.